Le débat avec notre panel de débatteurs ce matin. Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes, ancien député PS. Nicolas Jeanneté, directeur des centristes et conseiller de Paris. Mathis Brasca, étudiant. Et dans un instant avec nous, il est un peu en retard, Georges Kusmanovic. Il y a des grèves. Il n'y a pas de grève. Si, il y a des grèves. Ah, il y a des grèves. Oui, c'est vrai. Il y a des grèves aujourd'hui dans les transports à Paris. Absolument. Ce week-end. Georges Kusmanovic, président de République Souveraine et candidat à la présidentielle. Le burkini en sursis dans les piscines de Grenoble. Le tribunal administratif a suspendu l'autorisation votée par la majorité écologiste d'Éric Piolle. L'affaire Abad, le parquet n'ouvre pas d'enquête faute de savoir qui est la prétendue victime. Damien Abad est-il tiré d'affaire? Quelle affaire? Oui, on en reparlera. La bonne nouvelle pour les automobilistes, le gouvernement réfléchit à ne plus enlever de points pour les petits excès de vitesse. On paiera toujours la prune, je vous rassure, mais pas de points perdus sur le permis. Combien la prune d'ailleurs? 68 € pour les petits excès de vitesse, si vous payez dans les temps, évidemment. Mais d'abord, vos coups de cœur, vos coups de gueule. On commence par vous, Alexis Bachelet. Bonjour Alexis. Oui, bonjour Alexis. C'est plutôt un coup de gueule, même réitéré, parce que je trouve que les images qui sont venues d'Uvalde aux États-Unis sont extrêmement au Texas, ouais. Extrêmement violentes, brutales, et puis il y a une multiplication des tueries de masse, et en particulier qui visent des écoles, ce qui nous interpelle, parce que bien heureusement on a la chance de vivre dans un pays où ce type de choses n'arrive pas régulièrement, et je trouve que c'est terrible pour la démocratie américaine de ne pas arriver à trouver une forme de consensus pour organiser un minimum de contrôle de vente d'armes, et en particulier les armes de guerre, les armes automatiques qui sont utilisées pour massacrer des enfants. Alors, petit rappel. Je trouve ça vraiment affligeant pour une grande démocratie comme les États-Unis, un pays qui nous inspire tous. C'est un pays quand même qui a une histoire, avec qui on a une relation forte. Et finalement, on se dit, on a quand même de la chance de vivre en Europe, où on n'est pas confronté à ce type de situation, parce qu'effectivement, à la différence de l'Europe, où le droit de porter des armes est largement encadré et organisé, on comprend bien maintenant pourquoi c'est nécessaire. Bien, aux États-Unis, il y a une forme de fuite en avant, avec un lobby extrêmement puissant, industriel et culturel et politique. Et en plus, moi, le hasard des calendriers fait que quelques jours après cette tuerie de masse, le NRA, donc le principal lobby en faveur du maintien d'une législation ou d'une absence de législation pour réglementer le port d'armes aux États-Unis, fait son congrès avec Donald Trump. Je crois qu'il y a quelque chose comme 5 hectares, 800 exposants. Et on va montrer, on va passer 3 jours à montrer des armes à feu, à les utiliser comme si de rien n'était, alors qu'on est en train d'enterrer finalement ces enfants, et que les obsèques ont lieu au même moment. Je trouve que c'est des images terribles et un contraste saisissant. Juste le rappel des faits, au Texas, donc à Uvalde, c'est un jeune homme qui s'est offert 2 fusils d'assaut le jour de son 18e anniversaire, et qui a donc tué 19 gamins de moins de 10 ans dans une école. 2 professeurs. Et 2 professeurs, avant d'être lui-même abattu. Je plussois votre coup de gueule, parce que je voudrais aussi rappeler que le Texas, c'est aussi un État qui protège ses enfants avant leur naissance, puisque l'avortement au Texas est illégal dès l'instant où les battements de cœur du bébé peuvent être détectés. Et ça vaut aussi bien en cas de viol ou d'inceste. Mais par contre, les enfants qui vont à l'école, tant pis pour eux. Ouais, je vais juste rebondir. Bravo Alexis, bien évidemment, pour ce coup de cœur, mais je vois pas trop la solution d'ailleurs aux États-Unis, parce que c'est le deuxième amendement. C'est le deuxième amendement. Non, mais le problème, c'est qu'il y a des États qui l'interdisent et d'autres États qui n'interdisent pas. Donc il n'y a pas de loi fédérale. Il manque aucun qui l'interdit totalement. Oui, mais on peut aller acheter dans l'État. Même si demain tel État l'interdit, on pourra toujours aller peut-être dans l'État à côté acheter des fusils. Donc ça, il y a des États où on vérifie quand même qui vous êtes. Alors, on vérifie qui on est, on vérifie si on n'a pas de troubles psychiatriques, etc. Mais enfin,
les contrôles sont pas faciles. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que Barack Obama a voulu faire passer une loi, il n'a pas réussi parce qu'il lui a manqué. Pour faire passer des lois, il faut qu'il y ait quand même au moins 10 voix du coin adverse, je crois. Donc il a manqué les 10 voix républicaines pour faire passer cette loi. Et les voix républicaines, les républicains sont arrosés en masse par ce syndicat. Plus de 3 millions, je crois, certains candidats reçoivent chaque année ou à chaque élection de ce lobby extrêmement puissant qui fait qu'aujourd'hui, en discutant même avec des démocrates, on ne voit pas d'autres solutions, on ne voit pas de solution. Alors le gouverneur du Texas a une idée, il faut mettre plus de policiers armés dans les écoles et il faut même donner des armes aux profs. Je vais rebondir, il y avait 2 policiers armés, sauf qu'ils étaient équipés de gilets pare-balles, ils ont tiré, on leur a répondu, mais ils avaient des gilets pare-balles, donc effectivement, la solution c'est pas de mettre plus d'armes pour combattre les armes. Hein. Il y a 40 millions d'armes vendues chaque année aux États-Unis. Il y a plus d'armes que d'habitants. C'est ça. Non, et 119 tués par balle chaque jour. De toute façon, c'est le grand paradoxe de la société américaine. Vous avez rappelé le projet de loi de Barack Obama. Barack Obama, en 2008, il disait qu'il était plus facile d'empêcher les enfants d'ouvrir des tubes d'aspirine que d'utiliser des armes à feu. Il y a le problème de l'utilisation des armes. Après, il y a aussi là un travail qui peut être fait aux États-Unis et qui n'est pas fait depuis des années, puis ils préfèrent pleurer à la fin de chaque tuerie avant que ça recommence, qui est aussi les questions de santé mentale. Ça veut dire que le 3e pays avec le plus d'armes à feu, ou le 3e pays où la population est la plus armée au monde, c'est la Suisse, et pourtant on n'a pas de tuerie de masse en Suisse. Pourquoi ? Parce qu'il y a un travail aussi de santé mentale qui est fort. On voit à chaque fois que ce sont quand même des enfants. Quand ce sont des enfants en détresse psychologique, il faut contrôler les armes, mais il y a aussi une carence du service public au niveau de la santé mentale qui est importante et qui fait partie, à mon avis, de l'équation. Ouais, enfin ça, c'est ce que le gouverneur du Texas disait hier soir. Non, je suis contre le lobby des armes. Moi, c'est un peu facile de dire que c'est des cinglés. C'est le problème de la santé mentale. Je trouve que c'est un peu... non, mais il y a des pays qui sont très armés. La santé mentale est aussi un problème numéro 1 en France. Regardez, tous les actes qui ont été commis par des barbares, sous prétexte de l'islam, etc., politique, souvent, c'est des gens qui sont un peu dérangés parce qu'il n'y a pas de politique publique de santé mentale en France, les hôpitaux sont pleins, il n'y en a pas assez, et il y a énormément aujourd'hui de gens à isoler et à soigner. Mais si t'as pas de flingue, tu peux péter un câble, ça sera moins dangereux quand même. Un flingue, on en trouve toujours quand on veut. En France, aux États-Unis. Pas sur un coup de colère. Alexis Bachelet, merci pour ce premier coup de gueule, et encore un coup de gueule avec vous, Mathis Brasca, sur le climat en France. Bah oui, bon, on va parler dans l'actualité un petit peu de climat. Ça faisait longtemps parce que c'est vrai qu'on a un petit peu oublié que la Terre se réchauffait. Et j'avais lu un article assez intéressant de Guillaume Séché, qui est météorologiste et qui, comme d'autres météorologues et climatologues, en fait, s'alarme un petit peu qu'on parle pas du fait qu'en France même, le climat a tendance à se réchauffer très rapidement avec un impact qui est le beau temps. Alors c'est vrai que quand il fait beau, ça interpelle moins que lorsqu'il y a un ouragan ou une canicule, mais c'est tout aussi dramatique, que ce soit pour les cultures, je pense au blé, à l'orge actuellement, qui sont vachement impactées. Et il remarque, comme beaucoup, que depuis quelques années, il fait de plus en plus beau en France. Ça veut dire qu'on a des périodes de douceur et de beau temps même à Paris qui sont incroyables. Il y a eu 38 jours de chaleur en mai. Il y a eu 17 degrés, ce qui était exceptionnel au Nouvel An. Et il y a eu, bien sûr, on pense au premier confinement avec une température qui était estivale sur la France. Et en fait, ce qui se passe et ce dont on ne parle pas, c'est probablement qu'actuellement, c'est un peu complexe, mais à cause du réchauffement climatique, la zone tropicale et subtropicale a tendance à s'étendre. Normal, la Terre est plus chaude, donc les climats tropicaux ont tendance à s'étendre. On a l'anticyclone des Açores qui nous rapporte le beau temps et aussi un climat plus ou moins désertique au sud de l'Europe et en Afrique du Nord qui a tendance à remonter du coup au nord. Et on dit un petit peu au revoir au défilé des perturbations et de la pluie qu'on avait dans notre climat océanique. Et on a un climat qui devient de plus en plus méridional, mais ces dernières années. C'est-à-dire que sur les 9 derniers mois, en France, il y en a 8 où il y a eu des problèmes de pénurie au niveau des précipitations et des manques criants de précipitations sur le pays. Donc voilà, c'est un petit sujet qu'on parlait pas beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a des solutions, à mon avis. Il y a un travail d'adaptation qui est terrible au niveau des cultures, qui est très très difficile et qui a besoin d'un soutien, là encore, des pouvoirs publics de l'Union européenne pour faire en sorte que la production et que l'indépendance en manière de céréales, etc., de l'Europe s'adapte à ces changements très rapides.
malades. Et puis, il y a de la sobriété énergétique en France et aussi à l'étranger. Certes, la France pollue peu, c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre, mais bon, la France, elle pollue peu aussi parce qu'on importe énormément de produits qui, eux, sont produits par exemple en Chine et qui est l'un des principaux contributeurs en émissions d'effet de serre. Donc, c'est des complexes un petit peu problèmes et peut-être en plus d'interpeller un petit peu les médias pour qu'on en parle un peu plus, parce que c'est vrai que le beau temps, ça parle moins que la canicule, dire que... Oui, puis si on lève un peu le regard au-delà de nos frontières, on peut parler de la situation en Afrique, bien sûr. Des crises alimentaires terribles, exactement, notamment à cause de ça. Pensez la politique sur le long terme, ce qui est devenu quelque chose qui est presque un luxe, et aussi se dire que ces périodes de beau temps, ça favorise ensuite les canicules parce que ça sèche les sols, etc. Et les dômes de chaleur l'été. Les excès, c'est-à-dire les tornades, etc. On n'a jamais eu autant de tornades, autant d'orages, puis des inondations et même du gel. Tout d'un coup en pleine chaleur, et pour les vignerons c'était terrible, donc on a effectivement un réchauffement. La nature est réveillée, donc forcément c'est catastrophique. On pourrait y revenir dans un instant. Nicolas Jeannetet et Alexis Bachelet et Mathis Brasca sont avec nous pour débattre ce matin. On se retrouve après les infos. Et on continue de débattre avec nos invités Alexis Bachelet, Nicolas Jeannetet, Mathis Brasca, et on attend toujours l'arrivée de Georges Kusmanovic qui est embarrassé par les grèves dans les transports parisiens. Nicolas Jeannetet, vous avez, vous, un coup de cœur ce matin, un coup de cœur pour une pharmacienne. Ah oui, c'est très rare que j'ai un coup de cœur, d'abord souvent c'est des coups de gueule. Et ben là alors on parle beaucoup de violences faites aux femmes, de violences conjugales, de féminicides, etc. Et notamment de la difficulté pour les femmes d'aller porter plainte ou d'alerter sur leur situation. Et j'ai trouvé cette histoire très jolie. Ça s'est déroulé mardi à 17h dans une pharmacie dans la banlieue de Strasbourg. La commune, c'est Ilkirch-Grafenstraffen, je ne sais pas si je le prononce bien, où une femme enceinte d'une trentaine d'années s'est pointée à une pharmacie avec son mari et elle a présenté à la pharmacienne son ordonnance. Ouais. Et derrière cette ordonnance, il y avait un petit message SOS à la pharmacienne qui a tout de suite compris le message de SOS qui était lancé. Elle a profité de la mauvaise écriture du médecin pour l'appeler, pour demander quels étaient les médicaments. Elle en a profité, bien évidemment, pour appeler la police. Et ensuite, en attendant les médicaments prétextant que les médicaments devaient être livrés, elle a profité pour placer cette femme dans l'arrière-boutique de la pharmacie. Et quelques minutes après, la police est arrivée et a donc interpellé ce jeune homme qui a une trentaine d'années, qui a, je crois, été mis en examen. Et c'était un couple qui était en instance de divorce. Et elle subissait, bien évidemment, des violences de son mari, qui a été jusqu'à l'accompagner dans la pharmacie. Donc je voulais d'abord saluer le courage, coup de chapeau à cette pharmacienne, ce courage, et puis et en général à tous les pharmaciens, parce que je reste persuadé que la proximité est un des meilleurs moyens pour essayer de combattre et d'alerter de sa souffrance. Il y a le 3919, vous le rappelez, mais les femmes n'osent pas forcément appeler le 3919, même si, je le rappelle, ça n'apparaît pas dans les relevés téléphoniques ensuite. Ouais. Et sinon, il y a le commissariat, mais aller à une gendarmerie ou un commissariat, c'est pas facile. Moi, dans le 15e, par exemple... surtout si le mari suit derrière. Si le mari suit derrière. Moi, dans le 15e, ça fait très longtemps, et encore une fois, pour la proximité, on a mis la violence faite aux femmes comme une priorité. On a une élue, et je pense que toutes les communes devraient avoir ça, une élue en charge des violences faites aux femmes. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. Beaucoup de femmes qui n'osent pas aller au commissariat vont à la mairie en revanche et vont voir l'élu, parle avec elle, et ensuite l'élu, si elle le veut, elle l'accompagne au commissariat. Et au commissariat, on a été un des premiers à Paris à le mettre en place. On a une vraie structure d'accueil avec 2 fonctionnaires à plein temps, une psychologue et une assistante sociale. Alors le 15e, c'est grand, c'est comme l'équivalent de la ville de Bordeaux, mais ça ne désemplit pas. Et je pense que c'est important. Et puis dernier petit message, tous les pharmaciens aujourd'hui sont au courant, et quand une femme va à la pharmacie éventuellement avec son mari, le mot de passe, c'est 19. Et elle peut demander un masque 19, ou une crème 19, ou même à la limite encore mieux des bas de confusion 19. Ouais. Et donc, il y a le tilt maintenant chez les pharmaciens qui sont avertis, c'est le message d'alerte, c'est le SOS. Et encore une fois, chapeau à cette pharmacienne et à tous les pharmaciens. Bravo à elle. On va faire juste un point comparatif avec Alexis Bachelet. Vous êtes maire adjoint à Colombes. Est-ce qu'il y a des dispositifs similaires dans votre commune ?
Déjà, on a énormément de partenariats avec des associations parce que, on dit les pharmaciens peuvent jouer un rôle, bien sûr. Il y a le rôle de la proximité, mais il y a aussi des vrais professionnels et des gens dont c'est le métier d'accompagner, d'écouter et surtout parfois on a aussi beaucoup de questions liées à des nécessités de protéger les femmes victimes de violences. Et donc ça passe par l'ouverture de foyers. Je ne sais pas s'il y a des foyers, s'il y a des logements. Nous, on a à Colombes, effectivement, un réseau d'associations qui gèrent des chambres, qui gèrent des foyers. Et même aujourd'hui, je vais vous dire, on réfléchit à la création, dans le cadre de programmes immobiliers, de réserver encore plus d'appartements pour des femmes victimes de violences et les protéger de leurs compagnons quand on doit les mettre à l'abri, parce qu'évidemment, la meilleure solution, ça serait que ce soit le compagnon violent qui quitte l'appartement. Mais on sait que pour des raisons juridiques, c'est pas toujours évident. Et il est évident qu'au niveau de la municipalité, on a aussi des élus qui sont en charge plus généralement de l'égalité homme-femme, de la lutte contre toutes les discriminations. Et donc, évidemment, on est partenaire, on est en première ligne sur ce sujet-là. Et aussi, à l'intérieur de la municipalité, de la mairie, on a même recruté une chargée de mission pour que dans les services de la mairie aussi, il y ait une lutte contre le harcèlement, les propos sexistes, etc. Donc c'est un combat permanent et je crois qu'aujourd'hui il faut le mener. On doit tous mener dans nos mairies. Merci Alexis. Alors moi aussi j'ai un coup de cœur, si vous me le permettez, pour Nathan Paulin, profession slackliner. C'est quoi? Funambule, si vous préférez. Voilà. C'est celui qui a un bon Saint-Michel. C'est ça. J'ai gagné. J'adore ce garçon et tout ce qu'il nous offre avec ses performances. Donc avant-hier et hier, il a réussi la traversée à 100 mètres de hauteur entre une grue spécialement installée et la salle des cloches du Mont-Saint-Michel. J'ai vu. Ça fait 2200 mètres. C'est un record de distance pour l'instant. Tout ça en équilibre sur une sangle qui fait 2 cm de large. Il est juste tombé, je crois, juste avant d'arriver à la fin. La première fois, à l'allée. C'est terrible, c'est dommage. Oui, alors c'est magique, c'est vertigineux, c'est magnifique. L'été dernier, j'avais vu sa traversée de la Tour Eiffel au Trocadéro à Paris. Moi, ça m'avait véritablement scotché. Et le prochain rêve de Nathan Paulin, c'est de marcher sur un fil de la Tour Montparnasse à la Tour Eiffel. C'est chez moi, oui, d'accord, dans mon article. 2700 mètres, voilà. Eh ben, on va le soutenir. Je vous recommande vraiment d'aller voir son site et ses réseaux sociaux. Il faut quand même le dire qu'il le fait aussi pour le compte d'une association. Alors, je ne sais pas laquelle, puisque 1 mètre un mètre de fil, entre guillemets, c'est autant d'argent donné, 1 euro donné à une association. Par contre, je ne sais pas quelle est l'association. Ça dépend, en fait, à chaque fois, il y a une association différente. C'est formidable. Voilà, moi je trouve que la beauté de ses exploits nous réconcilie avec la vie, nous donne un peu de poésie, c'est magnifique. Je vous conseille d'aller voir ses vidéos sur ses réseaux sociaux. Messieurs, j'espère que vous avez pris vos maillots de bain ce matin, parce qu'on va aller à la piscine. Notre maillot de bain ou notre burkini? Votre maillot de bain, parce que justement la décision est tombée hier soir du tribunal administratif de Grenoble qui suspend l'autorisation du port du burkini dans les piscines municipales. Alors plusieurs choses importantes à savoir. D'abord, c'est une suspension, pas une annulation, puisque le maire Éric Piolle a fait appel et donc on attendra de savoir ce qu'en dit le Conseil d'État. Mais déjà, la plupart des juristes avaient l'air de penser que c'était perdu d'avance pour le référé engagé par le préfet de l'Isère. Et surtout, les juges n'ont pas motivé leur décision par des considérations d'hygiène, ce qui aurait pu être le cas et ce qui aurait été un peu hypocrite, mais je cite, dans sa décision, le tribunal a estimé que le port de la tenue portait gravement atteinte au principe de neutralité du service public. Voilà, et évidemment, Gérald Darmanin s'est réjoui de cette décision. Suite à notre recours, le tribunal administratif suspend la délibération de la mairie de Grenoble, autorisant le burkini dans les piscines, grâce, dit-il, aux outils de la loi séparatisme voulue par Emmanuel Macron. Nicolas Jeanne, qu'est-ce que ça vous inspire? De très mauvaises choses. Ce débat en général. De très mauvaises choses. D'abord, il faut savoir qu'Éric Piolle était ravi de la décision du tribunal, parce qu'il l'attendait, et maintenant il va pouvoir bien évidemment attaquer encore plus et voilà. Attendez, moi je trouve ça totalement scandaleux. D'abord, c'est un épiphénomène, il y a 2 ou 3 millions de femmes musulmanes, combien portent le burkini, combien ont envie d'aller porter le burkini à la piscine. Ça c'est le premier point. Moi j'ai des amies qui sont musulmanes, elles portent discrètement le voile sur leurs cheveux. De là à aller à la piscine en burkini,
ça ne provoque pas chez eux tout ça part d'une revendication de Alliance citoyenne, hein, Alliance citoyenne, qui compte quelques milliers d'adhérents quand même. Alliance citoyenne, d'ailleurs, qui est un ami d'Éric Piolle, je le rappelle, et qui a fait ses études à Sciences Po Grenoble. Donc tout ça, non, enfin c'est scandaleux, c'est la victoire, là aujourd'hui, bien évidemment, de la République face à l'islamisme. La burqa, enfin quelle idée d'aller la burqa pour se baigner, on appelle ça un progrès social. Le burqa, c'est fait pour cacher le corps des femmes. Pour moi, c'est une régression sociale. C'est la provocation à un moment en plus où en Afghanistan, on oblige même les femmes à la télévision à porter la burqa. Voilà, et les élèves. Précisément, mais enfin, c'est le voile intégral. Oui, enfin, bon, c'est pareil, c'est la version piscine du voile intégral. Donc je trouve ça totalement scandaleux. Éric Piolle n'en est pas à sa première provocation. Voilà, je suis scandalisé, je suis content de cette décision. Mathis Brasca. Moi, je pense que le recours d'Éric Piolle sur le Conseil d'État est assez facile parce que malheureusement, le Conseil d'État a décidé de contester cette autorisation du burkini sur un principe qui est un principe moral. Alors c'est un principe moral que je partage, qui est que voilà, je trouve que c'est pas progressiste effectivement, et c'est lié à la religion le burkini, mais c'est quelque chose en fait qui ne marche pas. Pourquoi ? Parce que la neutralité qui est évoquée dans cette décision, la neutralité, elle engage les agents de service public ou les gens qui exercent une mission de service public, pas du tout les usagers. Et là, on n'est même pas dans une école où ça pourrait être des élèves, etc. On a face à des adultes. Du coup, même d'un point de vue de droit public, une décision morale qui dit juste parce que c'est religieux, etc., ça passe pas en fait, ça marche pas. Donc moi, j'ai un petit peu peur en fait que, au lieu de bien défendre cette cause contre effectivement le séparatisme, on est utiliser d'un seul coup le mot magique d'intégrisme ou n'importe quoi pour rendre le truc bancal, parce que c'est pas comme ça qu'on fait du droit public. Il y a des manières d'attaquer ça. En 2016, il y avait eu tout le débat sur le burkini à la plage. Et pour le coup, le Conseil d'État avait invalidé les arrêtés municipaux qui interdisaient ce burkini. Là, ils se disent que vu que c'est la piscine et que c'est un service public, etc., ça va le faire. Mais non, parce qu'on est face à des gens qui ne sont pas payés par l'État qui portent le burkini. Donc, franchement, la question de l'hygiène était beaucoup plus intéressante, et même la question de la discrimination, entre guillemets. Pourquoi on doit interdire des gens de porter un short, mais par contre, si c'est pour des considérations religieuses, ils auraient le droit de s'habiller comme ils veulent. Là, c'est un débat qui est plus intéressant et qui aurait été peut-être un petit peu moins palpitant, tout ce qu'on veut. Peut-être que Gérald Darmanin aurait moins sauté sur l'affaire, mais qui aurait été plus intéressant et surtout qui aurait été plus fondé, en fait. Mais ce débat, Éric Piolle ne le voulait pas. Et après, Éric Piolle, on voulait en faire un débat politique. Il voulait opposer les libertés individuelles à la défense de la laïcité. Enfin, il a fait exprès. Je pense que la laïcité. Voilà, je pense que la laïcité. Faux cul. Voilà. La laïcité, à mon avis, malheureusement, on ne peut pas la faire rentrer dans cette histoire. Faire de ça un débat autour de la laïcité, ça ne marche pas. Et Éric Piolle, effectivement, je ne comprends pas pourquoi il ne parle pas un peu plus d'écologie. C'est quand même un petit peu sa fibre. Et un peu moins de burkini. Non, mais c'est un choix communautaire. Vous allez à Grenoble, il y a énormément, la communauté musulmane est très importante. Je pense qu'il a voulu plaire à une certaine partie de son électorat et de sa communauté. Le timing est bien choisi. Voilà, mais le timing est d'ailleurs mal choisi, parce que si on regarde, excusez-moi, timing mal choisi, parce que 67% des Français sont contre, et même, j'ai vu un sondage IFOP, la majorité, 52%, 55% des électeurs de la France Insoumise et des Verts sont contre. Donc, je vois pas pourquoi, enfin, c'est une provocation dans une France qui est déjà fracturée, qui est difficile aujourd'hui, lancer ce débat. Je trouve que ça sert à rien. On demandera son avis après la pause à Alexis. Mais Alexis aura plein de choses à nous dire là-dessus, mon cher. Allez, à tout de suite. Nos débatteurs ce matin, Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes, ancien député socialiste, Nicolas Jeannoté, directeur des centristes et conseiller de Paris, Mathis Brasca, étudiant, et puis on attend toujours l'arrivée, mais ça ne saurait tarder, de Georges Kusmanovic, président de République Souveraine et candidat à la présidentielle. À Grenoble, donc on le disait, le burkini reste pour l'instant au vestiaire. Le tribunal administratif de Grenoble a suspendu hier la très controversée décision du conseil municipal d'autoriser le port du burkini dans les piscines. Alexis Bachelet, c'est trop de bruit pour rien, cette affaire du burkini à Grenoble? En synthèse, je dirais que je suis d'accord avec ce qu'ont dit les deux précédents intervenants. En tout cas, une partie de ce qu'a dit Nicolas était assez juste. D'abord pour rappeler que c'est un épiphénomène.
Moi, je suis élu depuis assez longtemps à Colombes. On a une piscine municipale, donc on a un règlement de piscine municipale qui n'autorise pas le burkini, bien que nous soyons dans une municipalité dirigée par un maire écologiste. Donc vous voyez, tout n'est pas dans tout et tout n'est pas identique partout. Et moi, tu n'es pas ami d'Éric Piolle. Depuis peut-être, j'en sais rien, mais en fait, c'est pas le sujet. Mais moi, depuis 18 ans que je suis élu, j'ai une personne un jour qui m'a parlé de ce sujet-là. Est-ce qu'Éric Piolle fait du mal pour me dire, c'est intéressant d'ailleurs. Pour me dire qu'elle aimerait bien venir à la piscine, mais qu'elle ne pouvait pas le faire parce qu'elle voulait y venir, je pense, avec un maillot de bain couvrant de type burkini. Quoi. Si j'ai bien compris la demande, c'était ça. Elle disait, voilà, je me sens discriminée parce que j'aimerais venir me baigner à la piscine, mais le règlement ne me le permet pas. Bon. Alors, épiphénomène donc, je pense ou pas, que ça reste quand même un sujet au regard des problématiques de notre pays, de ce qu'on a parlé tout à l'heure, le climat, la situation économique internationale, c'est quand même juste un épiphénomène, je suis d'accord avec Nicolas, et ça concerne quand même de très petites minorités dans les minorités. Bah, on en parle quand même beaucoup, donc... Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi à un moment, certains hommes politiques, souvent dans des camps opposés, prennent le sujet, le font monter en mayonnaise et en font un sujet politique national. Je pense que c'est pas une bonne chose. Oui, alors Nicolas Janotet disait tout à l'heure que même chez les électeurs de la France Insoumise, il y a une majorité qui est contre ce burkini. Alors est-ce qu'Éric Piolle déraille complètement? Est-ce qu'il fait du mal à la NUPES? Non mais Éric Piolle, pour moi, la manière dont il présente les choses, c'est complètement crétin. Il va pas arriver à nous faire admettre que porter le burkini dans une piscine, c'est un progrès social. Et c'est évident. Faut arrêter de déconner quand même à un moment donné. Encore une fois, moi, je suis ni pour contre le port du burkini ou du maillot de bain intégral, si vous voulez. C'est jamais qu'un vêtement. Mais après, c'est une question non pas de laïcité, mais de liberté. Liberté individuelle versus les règles collectives. Si on arrivait à poser le débat de cette manière-là, on arriverait peut-être à trouver des solutions de consensus où on se dit à un moment donné, il y a des choses qu'on interdit, il y a des choses qu'on autorise, mais c'est pas par rapport à la laïcité ou par rapport à je ne sais quoi. C'est parce que tout simplement, il faut des règles communes dans une piscine, en particulier municipale, dans une piscine chez vous, vous faites ce que vous voulez. D'ailleurs, c'est bien pour ça que le Conseil d'État, quand Manuel Valls, qui était aussi crétin que Piolle, avait essayé d'expliquer que c'était une très bonne idée de faire des arrêtés municipaux pour interdire le burkini à la plage. Et les gens lui ont dit, mais monsieur Valls, le Premier ministre, quand même, vous avez des notions de droit. Enfin, pas tellement, en fait. Parce que je pense qu'il n'a pas fait beaucoup d'études quand il était à l'UNEF. C'est pas ton ami, hein. De l'activisme politique que des études. Donc, visiblement, il a oublié que dans un état de droit, le principe de base, dans l'espace public, c'est la liberté. La liberté de s'habiller quand on veut, porter des chapeaux, des casquettes, des tatouages, des masques, ce que vous voulez. Enfin, des masques, non, puisque il y a des lois qui réglementent en plus l'interdiction de certains types de vêtements, notamment le fait de se couvrir le visage. Moi, personnellement, je trouve ça très bien. Mais vous voyez ce que je veux dire? On verra ce que le Conseil d'État dira sur cette affaire du burkini à la piscine. On est dans des situations où les politiques prennent en charge des sujets à leur manière et on arrive à des choses aberrantes où on se dit « Ah bah tiens, il faudrait peut-être faire une loi pour interdire le burkini à la plage. Ah bah non, c'est pas possible. Ah bah tiens, on va l'interdire à la piscine. » Enfin, excusez-moi, c'est pas des sujets qui relèvent de la loi, quoi. Un peu de bon sens. Faute de loi, on nage dans le flou, si j'ose dire, hein, du coup. Et d'ailleurs, les maires vont demander un éclaircissement là-dessus, parce que si à chaque fois il y a une association qui fait un recours devant les mairies, il faut un moment d'ailleurs clarifier la chose. Et j'espère que le jugement du Conseil d'État, la décision du Conseil d'État sera claire là-dessus pour. Voilà. Il y a deux logiques. Pardon Alexis, je voudrais souhaiter la bienvenue à Georges Kusmanovic qui a fini par nous rejoindre. Bonjour. Merci. Bonjour. Alors, que s'est-il passé avant, pardon. Les grèves, tout ça, Paris. Bon. C'est délirant en fait. J'ai mis 2 heures pour arriver de Lyon et 1h40 pour traverser Paris. C'est Paris. Extrait ERC, il y a des bouchons partout. C'est magnifique. Merci Madame Hidalgo. Voilà, j'ai un coup de gueule en arrivant. Vraiment rien. Voilà le coup de gueule contre Hidalgo ce matin. Avant la pause, Georges Kusmanovic, un mot sur le burkini, l'autorisation retoquée à Grenoble. Le problème premier avec Éric Piolle et certains qui à gauche critiquent ceux de droite qui parlent de l'islam, c'est qu'ils en parlent tout le temps et que donc ils mettent sur le devant de la scène alors qu'il y a tellement de sujets importants à parler, sujet
sociétale, donc ils en sont responsables. Et évidemment, ça provoque des oppositions. Et c'est surtout la marque d'une tendance au communautarisme qui frappe aussi bien à gauche, dans beaucoup de parties de la NUPES, en particulier ELV et la France Insoumise. Donc, importer un système anglo-saxon qui va diviser les Français en petits bouts. Moi, je crois que la loi principale, c'est la Constitution. Et l'article 1er de la Constitution dit que la France est indivisible, que c'est un pays laïque. C'est clair et net. Et on ne fait pas les distinctions entre les gens selon leur race, leur religion ou leur ethnie. Il ne faudrait pas qu'on en change. Ça serait une catastrophe. Et je crois que malheureusement, de l'autre côté, avec le président Emmanuel Macron, on verra ce qu'il en est, mais la nomination de M. Pape Ndiaye peut cacher la volonté qui est dans son désir à lui de compter les gens, comme aux États-Unis, en fonction de leur race, de leur ethnie, de leur religion, ce qui serait une catastrophe absolue, parce que ça essentialiserait chacun d'entre nous en devant se qualifier de quelque chose, et ça serait une sortie de route totale de ce qu'est la France et de l'assimilation à la française. Et malheureusement, par divers bouts, on voit que c'est attaqué, et c'est bien ça la tragédie. Et bien évidemment, il ne faudrait pas de burkini dans les piscines, ni de gens qui se mettent en tenue de panda, ni rien du tout. Il y a une règle commune, c'est comme les feux rouges. Oui, mais encore une fois, pas de loi, pas de clarté, quoi. Et puis alors, on se souvient qu'entre les deux tours, Emmanuel Macron avait quand même fait le lien entre le voile et le féminisme, donc tout ça est très compliqué finalement. Oui, mais on est en droit de dire que le fait de porter le burkini, le voile, est justement du mansplaining très particulier de gens de l'islam politique radicalisé qui contraignent les femmes, en tout cas une partie des femmes. Bien évidemment, c'est pas l'ensemble de la communauté musulmane. Beaucoup de musulmans sont laïcs. Ça compte très peu, on le disait tout à l'heure. Et ce sont des gens pénibles, pénibles qui accaparent bien sûr, c'est un vrai message politique. C'est une offensive politique. Voilà. Moi, je pense aux camarades avec qui j'ai été, avec mes camarades kurdes du Rojava, en particulier les femmes qui ont combattu, qui ont défait Daesh. À chaque fois qu'elles libéraient un village, elles faisaient un autodafé de voile. C'était une libération. En Iran, elles se battent pour ne pas porter le voile. Et Nicolas parlait tout à l'heure de la situation en Afghanistan. On va marquer une pause, on se retrouve dans un instant avec un autre sujet, l'affaire Damien Abad. Nos experts, nos débatteurs ce matin, Alexis Bachelet, maire adjoint, Monsieur Jeanneté, pardon. Beaucoup, Nicolas Jeanneté, directeur des centristes, conseiller de Paris, Mathis Brasca, étudiant, et puis il a fini par arriver, Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine et candidat à la présidentielle. Alors, le deuxième sujet dont je voulais qu'on parle ce matin, partir ou rester. Dans l'affaire Damien Abad, le parquet a annoncé hier qu'il n'ouvrait pas d'enquête en l'état, faute de connaître l'identité de la prétendue victime. Pas d'enquête, pas d'affaire du coup, c'est toute la question. Nicolas Jeanneté. Le sujet est clos. Moi, je le connais bien, Damien Abad. Je le connais bien, Damien Abad, puisque il était président des Jeunes Centristes. Alors, on ne peut pas trop avoir confiance en lui, parce que c'est quelqu'un qui est une vraie girouette. Il était président des Jeunes Centristes. Je vais raconter l'anecdote, ça va vous amuser. On l'a fait élire député européen sur une liste, et le lendemain, il est parti à l'UMP. Puis là, il a l'UMP, il est passé chez LR, et puis là, dès qu'il peut, hop, il est passé. Non, bon, il n'est pas très fiable, ce garçon. Mais bon, le sujet est clos. C'est pas le sujet, là, en tout cas. Oui, non, mais le sujet est clos de toute façon pour ça. Il y a une plaignante qui ne veut pas aller plus loin, et l'autre affaire, elle a été déclassée. Le parquet avait été saisi, si j'ose dire, par un courrier de l'Observatoire des violences sexuelles et sexistes, mais effectivement, la prétendue victime ne se fait pas connaître, ne veut pas se faire connaître, et l'Observatoire des violences sexuelles et sexistes, donc, qui déplore la décision du parquet et qui estime que cela montre un faible souci pour les victimes, explique également que la jeune femme ne se sent pas capable de porter plainte et de survivre à un tourbillon judiciaire qui ne servirait qu'à blanchir son violeur. Compliqué tout ça. Georges Kuzmanovic, qu'est-ce que ça vous inspire ? D'abord, une première chose, c'est vrai que beaucoup de femmes ont du mal à déposer plainte, qu'elles soient connues ou pas connues. Et là, donc je ne peux pas présupposer que M. Abad soit coupable ou pas, évidemment. Non, il est présumé innocent. Il est présumé innocent. Non, mais du coup, l'affaire, il doit quitter le gouvernement ou pas, c'est clos. S'il n'y a pas de plainte, là, c'est difficile de demander. Oui, alors ça, c'est un autre débat. C'est le problème de la jurisprudence Balladur, parce que ça change à chaque fois. S'il n'y a pas de plainte, s'il n'y a pas d'enquête, voilà, mais en même temps,
c'était la Jourance Balladur qui était appliquée, mais en même temps, pour les homards de notre ami, je ne sais plus comment De Rugy. Lui, il a quand même démissionné alors qu'il Il n'y avait pas d'enquête, il n'y avait rien d'illégal là-dedans. Au fond, voilà, il n'y a pas d'enquête, il n'était pas coupable. Donc c'est un peu bizarre. Il faudrait dire que peut-être. Mais par contre, il y a une enquête sur Dupond-Moretti qui lui reste. Alors voilà, exactement. Et par contre, Dupond-Moretti reste. Et en plus, ministre de la Justice. Il faudrait que Macron, d'ailleurs, peut-être gère un peu tout ça et donne une jurisprudence. Alors, jurisprudence Macron là-dessus, c'est quoi? C'est un peu le flou. Alexis Bachelet. Mais ça marque quand même l'importance de la question des violences faites aux femmes. Et on constate qu'on peut le déplorer ou le saluer que on peut être mis en procédure par des juges comme le ministre de la Justice. Et bon, ça fait un peu de... lui, ça n'a rien à voir avec une histoire de violence faite aux femmes. Ça n'a aucun effet. On peut avoir des soupçons de corruption, de collusion. Tout ça tient 2 jours. Mais ce qui tient longtemps dans les médias, et qui fait effet, on le voit, donc c'est sûrement important socialement, c'est les violences faites aux femmes. Alors maintenant, c'est un sujet important quand même. Oui, bien sûr. Enfin, entre piquer de l'argent dans une caisse et violer une femme, la violence, c'est bien évidemment important. Mais tu ne peux pas le mettre au même niveau. Mais justement, nous sommes pour augmenter les sanctions faites sur les violences sur les personnes qui sont malheureusement au même niveau au niveau pénal que les violences faites au bien. Allez, on fait tourner la parole, Alexis Bachelet. Votre sentiment après cette décision du parquet de ne pas ouvrir d'enquête parce que la victime présumée ou prétendue ne veut pas se faire connaître? C'est malheureusement le drame dans beaucoup d'affaires de violence ou d'agression sexuelle. C'est que on sait très bien que pendant trop longtemps, les femmes se sont tues et que la difficulté de porter plainte, la difficulté de trouver un moyen de se faire entendre sans se sentir jugées, humiliées. Pendant longtemps, les victimes se sentaient, on va dire, peu soutenues par la société dans leur combat et peu reconnues. Bon, heureusement, en quelques années, en moins d'une décennie, avec le mouvement MeToo, avec un certain nombre de combats menés, on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience généralisée, et pas seulement en France, d'ailleurs, à l'échelle de la planète. On se rappelle de l'écho de l'affaire Weinstein. On se rappelle de l'écho de l'affaire Weinstein, et ça touche tous les milieux sociaux. Tous les milieux sociaux. C'est peut-être pour ça, pour répondre à M. Kuzmanovic, que ça a autant d'écho, finalement. C'est que ça a été longtemps des sujets tabous. Ça existait, on le savait, avec parfois dans des proportions considérables. Et aujourd'hui, effectivement, est-ce que la société est à la hauteur de la situation? Non, pas encore, à l'évidence, pas encore. Non, mais ce qui est compliqué, c'est que effectivement, on peut tous regretter que beaucoup de femmes n'osent pas porter plainte et dénoncer leurs agresseurs. Là, en l'occurrence, cette prétendue victime, elle parle aux journalistes, elle parle à Mediapart. Ça crée un scandale, ça crée une affaire. On se demande pendant plusieurs jours si Damien Abad est un salaud, s'il doit démissionner, etc. Mais finalement, la justice peut pas derrière aller au fond des choses. Donc là, je suis pas l'avocat de Damien Abad, mais enfin c'est presque la double peine, c'est-à-dire que tu peux pas te défendre devant la justice et en même temps ton nom est livré en pâture pendant plusieurs jours. Pour moi, côtoyer l'Assemblée nationale, etc. Régulièrement, tout le monde savait qu'il y avait des histoires autour de ça. D'ailleurs, je crois que Mediapart l'avait déjà mis en ligne dans un tout petit article en 2017 et il l'a complété là à cette occasion. Donc tout le monde savait. Bon après, est-ce que c'est une agression, est-ce que c'est une viol, est-ce que de fait de son handicap, l'approche était difficile et qu'il était un peu lourd dans son approche envers les femmes, ce que je pense plutôt d'ailleurs, plutôt que le viol. Il était clair qu'il était un peu lourd dans son approche avec les femmes. Il y a des SMS, mais de là à passer au viol, on est dans des conjectures quand même. Pardon, Mathis Brasca. Qu'est-ce que... Non, je dis juste que l'approche lourde, effectivement, c'est très regrettable, mais ça n'a rien à voir avec les accusations de viol ou d'attouchement, etc. Ce que j'ai envie de dire, malheureusement, parce que moi je regarde un petit peu comme tout le monde d'un peu loin, on n'a aucun élément, nous, quand on suit ce feuilleton, c'est que peut-être que le parquet aurait dû quand même ouvrir une enquête. Ça ne veut pas dire qu'il est coupable, ça veut juste dire qu'au moins, au lieu que cette affaire s'enquiste, etc., après un truc médiatique... Il n'y avait pas de matière pour ouvrir une enquête, puisqu'il n'y a pas de... La plainte... La plainte n'est pas là, mais bon, est-ce qu'il y a des moyens différents pour... Est-ce qu'il y a des moyens différents peut-être enquêter effectivement sur ces pratiques et puis enfin, du coup, essayer d'avoir un soupçon de vérité, ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé, et on passe à autre chose.
Pourquoi pas? Faisons attention à ce qui s'est passé, et là je parle sur la radio, ce qui s'est passé à Toulouse avec Dominique Maudis. Oui. Enfin, des accusations ont été faites, il a été traîné dans la boue pendant des années, il n'osait même pas sortir de chez lui. Et c'était hard, hein, c'était du masochisme, c'était de la traite d'êtres humains, etc. Finalement, il a été traîné dans la boue pendant des années et des années pour finalement recevoir, au bout du compte, c'était terrible. Donc attention, prenons des réserves. Je vais reprendre les mots de Sandrine Rousseau hier ou avant-hier qui disait il arrive que des gens accusés soient coupables. Alors voilà, effectivement. Mais je crois que ce qui se passe malheureusement, c'est qu'il y a un affrontement au travers des violences faites aux femmes entre la Macronie, Emmanuel Macron, et Jean-Luc Mélenchon et la NUPES. Je rappelle que les accusations ont été faites par cette organisation qui est très très proche de l'Observatoire des violences sexuelles et sexistes, qui porte un nom extrêmement officiel, mais qui n'est pas une émanation officielle de LFI. Oui, c'est pas du tout un observatoire. Et ça arrive. Non, c'est un vrai mouvement politique. Oui, et ça arrive juste après l'affaire vous voulez dire. Tahar Bouafs. Ouais. Où il y a eu cet imbroglio, mais finalement, il a dû se retirer parce qu'il y a eu des accusations de violences sexuelles et de viol sur lui aussi. Au point où Madame Clémentine Autain, députée de la France Insoumise, déclarait « Ce dont j'ai été témoin, ce que l'on m'a révélé est d'une gravité telle que j'en ai jamais vu auparavant ». Elle n'a pas révélé quoi que ce soit, malgré l'article 40 du Code pénal qui, en tant que députée, l'obligerait à aller témoigner, mais elle ne l'a pas fait. Et là aussi, les victimes supposées, parce que M. Abouaf est lui aussi innocent, il n'y a pas présumé, n'ont pas porté plainte également pour que leur plainte ne soit pas instrumentalisée. Et lui, apparemment, ne sait pas qui l'accuse. Et donc là, on est sur des doubles pressions sur des femmes qui, ça se trouve, réellement ont subi des violences, que ce soit de la part de M. Abad et de la part de M. Bouaf, mais qui reçoivent une pression. Imaginez ce que ça peut être la pression d'un gouvernement et d'Emmanuel Macron sur quelqu'un qui dit Vous voulez vraiment y aller au combat ? Vous allez voir, et c'est très très dur. Alors, et de l'autre côté, vous voulez vraiment détruire la France insoumise et risquer que Mélenchon ne soit pas Premier ministre ? Et bien finalement, des deux côtés, résultat des courses, c'est que les femmes se taisent. Bon, le parquet n'ouvre pas d'enquête, la justice ne passera pas. Finalement, il y a un seul procureur dans l'affaire, c'est Edoui Plenel. Oui, et donc le patron de Mediapart. Et donc voilà, ni Tahar Bouafs, ni M. Abad ne sont responsables coupables, ni rien. Oui, j'ai envie de dire quand même que moi je suis un petit peu étonné que le gouvernement ne cesse de répéter qu'il découvre cette plainte aujourd'hui comme s'il ne savait pas. Elisabeth Borne qui disait je ne mentirai jamais à la une du JDD, elle savait très bien, tout le monde le savait. Alexis Bachelet. Fondamentalement, ce qui est le plus dérangeant dans cette affaire, c'est que Damien Abad qui est présumé innocent, il n'y a aucun problème. Mais il a été entendu par un juge sur des présomptions d'agression sexuelle. Donc je pense que le gouvernement était parfaitement au courant que M. Abad avait été entendu par un juge et qu'il y avait, on va dire, un certain nombre de sujets autour de sa personnalité concernant le rapport aux femmes. Donc après, il y a un risque politique qui a été pris par le gouvernement. C'est un choix politique. Je crois que de ce point de vue-là, Emmanuel Macron fait feu de tout bois. Il y a eu, que ce soit sur la jurisprudence Darmanin, sur les affaires Dupond-Moretti. Finalement, le seul qui doit vraiment se sentir cocu dans cette affaire, c'est François de Rugy, parce qu'il a démissionné pour quelque chose qui est extrêmement moins important que ce qu'on a dit. Mais visiblement, il n'était pas assez proche du pouvoir pour mériter d'être soutenu coûte que coûte. Et ce qu'il faut retenir dans cette affaire, c'est que quand ça intéresse le pouvoir, pour des raisons de stratégie politique, M. Abad vient de la droite, c'est la principale figure de proue du débauchage à droite opéré par Emmanuel Macron dans cette séquence politique avant les législatives. Donc ça a un objectif politique. Je crois que pour cette raison-là, M. Abad n'a pas grand-chose à craindre, effectivement, surtout s'il n'y a pas d'enquête judiciaire. Et ça incitera plutôt à faire comprendre qu'aujourd'hui, on a mis à la poubelle la jurisprudence Balladur et tout le reste, et que maintenant, eh bien, on assume de dire, bah oui, peut-être qu'on a pris des gens qui ont eu ou qui vont avoir des problèmes avec la justice. C'est pas grave. Mais si, comme vous dites, le président de la République et Elisabeth Borne étaient au courant, quel était l'intérêt de le faire venir, de le débaucher ? Là, on est en train de soulever un autre problème. Alexis le dit peut-être. C'est-à-dire qu'ils ont choisi exprès Damien Abad, sachant effectivement qu'il avait ses affaires. Il s'achète des ennuis. Venant qu'il venait des LR, et donc pour discréditer encore plus la droite, et donc les LR en disant on a pris quelqu'un, mais en même temps il est dans des affaires
avec des violences faites aux femmes. Est-ce que ça va été juste là? Je ne sais pas, mais là, je me pose la question maintenant. Le président des Républicains, Christian Jacob, disait ce matin que lui n'avait jamais été au courant de quoi que ce soit. Et puis, il disait... Non, c'est faux. Oui. Alors, il disait aussi... Je connais bien Christian Jacob, mais même nous, on le savait. Nous, petits partis de centre-droit, il était issu de notre famille politique au départ, mais on le savait. Voilà. Mais d'ailleurs, Mediapart... Vous saviez quoi? On savait qu'il y avait eu il avait des problèmes de relationnel avec les femmes. Voilà, qu'il était lourdingue. Et qu'il y avait eu, pas des plaintes, mais qu'il y avait, voilà. Il y avait des plaintes classées sans suite. La première plainte qui était posée était faite par une militante centriste de notre parti politique. Classée sans suite 2 fois. Et je ne suis pas certain que l'ensemble de cette séquence améliore l'opinion des Français sur l'image de la vie politique. C'est sûr, oui. Ça va contribuer à faire des associations en plus, je pense. Alors, Christian Jacob disait aussi ce matin, chez nos confrères d'RTL, que c'était à Damien Abad lui-même de savoir s'il peut se regarder dans la glace. Voilà. Ce sera le mot de la fin sur ce sujet, si vous le permettez. Oui, je pense. Voilà. Tournons la page. Et juste pour conclure un petit peu ce qu'on vient de dire, je trouve qu'il y a quelque chose de très très cynique en fait dans ce gouvernement. Entre Pep Ndiaye qui est un petit peu nommé comme ça, comme une fleur, un petit peu pour faire un cadeau à la gauche juste avant les législatives, un homme qui est recruté un petit peu pour déglinguer la droite, etc. On se demande vraiment si l'intérêt des Français compte encore ou si c'est juste du calcul politicien. Et après on va s'étonner que les gens veulent plus voter ou n'aiment plus les politiques. C'est dans la question. T'as tout dans la question. Bravo d'avoir posé cette question. Elle résume tout. Messieurs, est-ce que vous avez tous vos points sur votre permis? Est-ce que vous avez le permis déjà? J'ai le permis, j'habite à Paris, je suis étudiant et pourtant j'ai le permis. Ouais. Et vous avez tous vos points? Oh là 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 là, ça je sais pas. Ah. Nicolas? Eh ben, j'ai mon permis et je crois que j'ai récupéré tous mes points, mais je n'ai pas eu tous mes points à une époque, justement, et c'est le cas, on rentre dans le sujet, parce que j'étais sur une autoroute à 128, 130 km/h, qu'à un moment, il y avait un camion qui est arrivé devant, j'avais envie de dépasser, et donc je suis passé à 135, 136, pas la question, Nicolas. et hop, un flash, un flash, et hop, une amende. Donc effectivement, les 5, moi je suis plutôt favorable à ce dépassement et cette marge de 5 km/h. On lance pas le débat tout de suite, juste le tour de table pour terminer. Alexis, il n'a plus de permis, vous avez vos points. Il a été retiré son permis, Alexis. Alexis, 12 points. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non, j'ai pas tous mes points, mais je ne conduis plus. J'ai plus de voiture. Ah bah très bien. T'es un chauffeur, c'est ça. Et Georges? Ah non, pas du tout. J'ai mes jambes et ma trottinette. Georges, qui a beaucoup de misère avec les transports en commun. Vous avez jamais d'accident, jamais 12 points. Et de temps en temps, j'en ai perdu un ou deux, puis récupéré par le temps. C'est trop sérieux. À cause d'une portion d'autoroute chez mes beaux-parents qui, sans aucune raison, passe de 110 à 90. Et ici, voilà. Et un flash en haut. C'est pour vous embêter. Et ça, c'est électoraliste, on va en parler après, je pense. Bientôt, peut-être, plus de retrait de points pour les petits excès de vitesse. On parle dans un instant. Allez, à tout de suite. Avec Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes, ancien député socialiste, Nicolas Jeanneté, directeur des centristes, conseiller de Paris, Mathis Brasca, étudiant, et Georges Kusmanovic, président de République Souveraine. Alors, c'est la saison des cadeaux à 3 semaines des législatives. Hein, c'est vous qui le dites, ça. Non, mais c'est un parti pris. Hein. C'est Noël en mai. Le ministère de l'Intérieur a fait fuiter hier que les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h pourraient n'être plus sanctionnés par un retrait de points. On paierait toujours la prune, 68 €, mais on garderait ces points. Et c'est pas rien parce que les petits excès de vitesse représentent 58% des infractions au radar. Alors, est-ce que c'est une victoire des associations d'utilisateurs qui réclament ça depuis longtemps? Mathis Brasca? Moi, j'imagine la tête des associations de sécurité routière, plutôt. Elles sont déjà vent debout. Qui voient que pour éteindre un petit peu la polémique sûrement de Damien Abad, on offre 5 km/h en plus à tous les Français. On les offre pas. On paye toujours une amende de 68 €, on perd pas de points. On perd pas de points, mais on les offre un petit peu. C'est-à-dire qu'on peut conduire un peu plus, etc. Ça fait un peu moins peur. C'est ce que réclament 40 millions d'automobilistes, c'est d'aller encore plus loin et de ne plus sanctionner lorsqu'on est 5 km/h au-dessus de la limite autorisée. Je rappelle que les radars sont réglés pour déjà avoir une tolérance de 5 km/h. Donc ça fait en fait 10 km/h. Là, on passe à 10 en fait. Voilà. Alexis Bachelet. C'est ce que j'allais dire. La tolérance, elle existe déjà. On la double. Donc après, je pense que c'est plutôt un message électoraliste et que là, on est aussi dans un calcul un peu électoral, même un peu cynique, parce que
un des rares bienfaits des quinquennats ou du septennat et du quinquennat de Jacques Chirac, c'était qu'il avait, par une action extrêmement volontaire des pouvoirs publics, réussi à faire baisser de manière considérable, on a divisé pratiquement par 3 les morts sur la route, alors que la France, c'était le pays en Europe où il y avait le plus de morts sur la route par habitant. Il y avait plus de 10 000. On a un peu oublié, mais il y a quelques années, il y a 2 décennies, on avait 10 000 morts par an sur les routes, sans parler des estropiés. Là, on est à moins de 3 000 par an. Et c'était quand même pas glorieux, quoi. Hein. On avait une forme de tolérance à la violence routière, à la délinquance routière. Moi, je peux vous dire que quand je vois encore le comportement de nombreux automobilistes, les feux grillés, les excès de vitesse en ville, en centre-ville, des gens qui jouent la 80 en centre-ville. À Paris, c'est 30 à la limite. Oui, mais à 30 pour que les gens soient à 50. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont à 30. Mais moi, ce qui me choque, c'est pas qu'on oblige les gens à rouler doucement. Parce que ça protège. Ça protège le piéton. On est les plus nombreux, les piétons. N'oubliez jamais, on est tous des piétons d'abord. Ah oui. Ça protège les familles. Oui. Moi, je préférerais qu'on puisse être dans nos villes. Moi, j'aimerais bien, je vais vous dire, j'ai des enfants. J'aimerais bien pouvoir aller faire du vélo avec mes enfants sur la route. C'est pas possible aujourd'hui. J'ai la trouille. C'est quand même un sujet particulièrement épidermique pour les Français. Non, mais si. C'est vrai, c'est vraiment un sujet pédagogique. Là, il y a des sujets où si Alexis, la loi... vous vous souvenez où la loi doit protéger. La crise des gilets jaunes, elle a commencé comment? Voilà, c'est la loi de la jungle, et à ce moment-là, on va Alexis, victime. Vous vous souvenez que la crise des Gilets jaunes avait démarré par le passage de 90 à 80 km/h. C'est ce qui avait mis le feu aux poudres. Il y avait d'autres sujets. La taxe essence. Il n'y avait pas que ça. Mais... Oui, non, mais ça en faisait partie. Surtout le prix de Nicolas, moi, je trouve que c'est malin et totalement électoraliste. On sait qu'aujourd'hui, et c'est un message bien évidemment vers les gilets jaunes, on sait qu'aujourd'hui dans les territoires, la voiture est indispensable. Bon, et on se souvient de la crise des gilets jaunes, elle avait commencé par la hausse du carburant et le fameux 80 km/h. Donc cette mesure, elle est totalement électoraliste à 15 jours des législatives. C'est un cadeau fait aux Français qui habitent dans les territoires et qui utilisent leur voiture au quotidien. Et c'est vrai que cette marge d'erreur de 5 km/h, alors de 10 si on rajoute, peut-être est bien pris chez les Français. Puis après, il y a une autre idée derrière tout ça. C'est de montrer que la techno-première ministre est finalement proche des Français et qu'elle s'intéresse à la vie de tous les jours et que donc là, c'est un petit message aussi, je crois, très politique. C'est très étudié parce que vous avez vu que c'est une intention, puisque les ministres n'ont pas le droit d'annoncer des mesures. Donc le gouvernement, l'Élysée fait passer des messages pour dire attention, on va peut-être, etc. À 15 jours des législatives, excusez-moi, mais la ficelle est un peu grosse, on le voit très bien. Voilà, no comment plus. Voilà. Oui, alors, ce qui compte, c'est le résultat, effectivement, de faire baisser le nombre de morts et de blessés sur les routes. C'est quand même pour ça qu'on met des radars et des limitations de vitesse. Est-ce que, Georges Kuzmanovic, est-ce que la lutte contre les petits excès de vitesse, c'est ce qui fait une baisse de mortalité ? Je n'en suis pas convaincu et de toute façon cette mesure qui n'en est pas une encore puisque elle n'est pas exécutée. Non, c'est une fuite. C'est purement savamment distillé. Georges. C'est purement électoraliste et je ne suis pas convaincu que la limitation de la vitesse dans les villes comme Paris aide en quoi que ce soit. Là, je ne serais pas d'accord avec Alexis. C'est que vous savez qu'à Paris, on a un accroissement des accidents de 2 roues. Et des gens sur les trottoirs, parce que des crétins pensent que parce qu'ils sont en trottinette et qu'elles roulent à 30 km/h, ils peuvent passer absolument n'importe où et rouler sur les enfants. Moi, je le dis, l'autre jour, j'ai dû en mettre un par terre. Il allait rouler sur ma fille de 3 ans. Il n'en avait rien à faire. Un grand gaillard de 80 kilos qui trouvait ça très rigolo. C'est le problème des verts à Paris qui n'ont pas fait un vrai schéma de mobilité. C'est tout aussi dangereux. Maintenant, pourquoi ne pas s'attaquer à ces millions de conducteurs qui n'ont pas de permis de conduire ? Parce qu'il y a des gens, là aussi, les sanctions s'abattent toujours sur les classes moyennes qui acceptent de payer leurs points, leurs 68 €, leurs 75 € d'amende. Mais il y a tout un tas de bonhommes qui sont pris 3, 4, 10 fois en véhicule, sans permis. Des artistes. Et puis, leur les gens qui n'ont pas conduit depuis 40 ans aussi. À un moment donné, Mathis, vous disiez et souvent certains, justement, l'ont perdu parce qu'ils sont des chauffards. Ouais. Et puis rien. Pourquoi ils vont pas en tôle, ceux-là ? Sérieusement. Il y a aussi un truc à faire sur les gens qui n'ont pas conduit depuis 40 ans et qui d'un seul coup à 90 ans ou à 95 ans, vous en parlez très bien, sont sur l'autoroute à 130 km/h. Sinon, juste pour peut-être terminer avec un petit peu d'humour, en tout cas, c'est pas un cadeau à Paris parce que on est loin quand même des excès de vitesse dans la ville. On dépasse pas en moyenne les 16 km/h.
Alors, je vais plus soyer ce que vous disiez, parce que c'est malheureusement une expérience personnelle pour mon pauvre papa qui en est mort, de s'être fait renverser. Il était à vélo avec toutes les couleurs que portent les cyclistes. À Paris ? Non, c'était en province, en Normandie, et il s'est fait renverser par un type de 93 ans qui l'a pas vu. Voilà, qui l'a pas vu. Voilà. Donc peut-être il y a aussi un sujet du côté des permis pour les personnes du 4e âge, comme on dit. Voilà, ceux qui l'ont passé avant la guerre, quoi. À l'époque, on le donnait en plus. Et puis les excès de vitesse vont devenir, je pense, assez secondaires, hein, parce que je rappelle que l'essence au litre, elle a 2 € à peu près partout. Oui. Et que et ça, c'est parce que le gouvernement s'accroche pour que ça ne bouge pas, dépasse pas les 2, mais ça va dépasser les 2 et très largement en septembre. Et là, faire des excès de vitesse, ça va coûter très très cher. Je pense que les gens vont moins appuyer sur la pédale parce qu'il y aura, sur l'accélérateur parce qu'il n'y aura pas le choix. Oui, ça consomme moins quand on baisse un peu la vitesse. C'est déjà une recommandation d'avoir des conduites plus souples et moins sportives pour faire des économies d'essence. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Déjà une sur ce beau recommandation. conseil. Merci à tous. Merci. D'être venus avec nous ce matin. Merci à Juliette, à Joseph et à Bastien qui étaient dans le cockpit. Juliette. Dans un instant, ce sera André Berkoff sur Sud Radio. Allez, bon après-midi, à demain.